Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre édition de Ça des livres. Bonjour, Ray. Aujourd'hui, nous avons... Ah oui, bonjour Sabine, bonjour Anicette. Bonjour. Ah, ok, Bonjour tout le super, monde. là on s'entend parfaitement. Donc, oui, c'est bien, et bien sûr, bonjour à tout le monde qui nous suit et qui va se connecter et partager avec nous cet important moment où nous allons vraiment nager entre fiction et réalité dans le cadre de de la créativité littéraire. Alors, ça va, le sujet il vous est ouvert. Anicette, comment tu le ressens? Mais comme un sujet d'actualité, je pense que c'est un débat qui n'a jamais été véritablement résolu, hein. Les va-et-vient entre la fiction et la réalité et la fiction, ça a donné toujours lieu à des débats animés et j'espère que celui de cet après-midi sera tout aussi Oui, envoûtant. oui, bien sûr. Bien sûr. Et avec tout ce que ça soulève comme parfois difficulté, Sabine, parfois ça soulève des problèmes importants, il y a des conflits. Euh, alors, comment tu reçois tout ça? Bah, c'est vrai que quand on est du côté du lecteur et qu'on lit des romans ou alors des écrits de fiction qui se basent sur de la réalité, on est tout émoustillé et puis parfois on va chercher, alors est-ce que tel fait était réel? Et quand on se retrouve soi-même en tant qu'écrivain, c'est vrai que c'est un exercice euh, qui, qui t'emmène à d'autres types de réflexions et aussi comment les lecteurs, tes lecteurs à toi reçoivent ce récit-là. Donc, ça D'accord. va. Ok, d'accord. Dans les prochaines 60 minutes, c'est clair que nous allons vraiment nous balader dans l'univers du lecteur et voir parce que, en général, c'est lui qui est affecté, mais en tant qu'autrice présente, vous allez devoir nous dire, vous déjà, comment vous vous préparez, comment vous disposez à l'écriture, et surtout comment tout ceci fonctionne. Mais très bien. Allons-y, commençons par se dire, déjà, il y a la réalité qui est le support de tout. Donc, nous écrivons parce que nous avons un contexte bien déterminé. Nous avons quelque chose de défini qui nous permet d'accroître notre imagination et de créer même encore des imaginaires, de voir par-delà tout ce que nous avons. Et à un moment, il y a un déclic. Parfois, il y en a qui vont chanter, d'autres qui vont peindre, dessiner, tout. Et nous choisissons d'écrire. Alors, ou alors, il nous vient d'écrire. Euh, à des moments, on se dit que ce n'est pas un choix, c'est imposé et donc ça fonctionne de cette façon. Alors, bien souvent, l'auteur est partagé entre les deux. Est-ce que ce que j'ai écrit est assez vrai? Est-ce que c'est assez réel? Est-ce que jusqu'à quel point c'est crédible comparé à la société? En même temps, c'est de la fiction. On reste du côté de la fiction. On vit cette fiction. Et de l'autre côté, il y a la réalité. Est-ce que fiction va entraîner mensonge, faux, ou alors tout simplement euh, aurons-nous un, un espace où nous allons pouvoir déployer à loisir tout ce que nous faisons. Donc, nous avons Anicette Billet-Sembo qui est l'auteur du roman Almoyan, un livre qui nous plonge dans le quotidien, j'ai envie de dire, des enfants de la rue, dans un livre qui descend, qui va jusqu'au trottoir, un livre qui explore la cité dans ses recoins que l'on ne regarde pas très souvent quand on se déplace. Derrière ces immeubles, qu'est-ce qu'il y a? Par-delà les montagnes que nous avons, qu'est-ce que nous rencontrons? Qui vit là-bas? Les espaces que nous occupons en plein jour, dans la nuit, ces espaces sont occupés. Qui les occupe? Comment on les occupe? Donc, une fois de plus, bonsoir, Anissa. Merci, bonsoir et bonsoir. Bonsoir Sabine et Bonsoir, bonsoir Anissa. à nos D'accord. Et bien sûr, et internautes. tu nous Oui, introduis directement Sabine, qui est, donc, avant de revenir avec toi, Sabine, qui est l'auteur de Et les femmes se sont tues. Et les femmes se sont tues, c'est un roman qui est un mélange de fiction, histoire dans le cadre historique de la chose, donc c'est un roman historique, et
qui nous plonge dans le Cameroun de son indépendance. Et voilà, nous arrivons à un point où on va à la recherche de la vérité. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un retour aux sources pour pouvoir comprendre d'où l'on vient et surtout quelles sont les perspectives. Tout à l'heure, justement, c'est amusant parce que j'ai mon petit frère qui me demandait est-ce que la gloire fait le nom ou alors est-ce que c'est le nom qui précède la gloire. Donc, c'est pareil avec ceci. Celui qu'on est chargé d'histoire. Est-ce que cette histoire va finalement déterminer celui-là ou alors il arrive et c'est lui qui donne de l'importance à une histoire. Voilà, vous êtes les bienvenus et nous pouvons ouvrir nos discussions. Alors, Anicet, je reviens vers toi. Déjà, comment s'opère chez toi la fidélité, le choix entre la fidélité à la réalité et la liberté à la fiction? Donc, comment déjà tu navigues entre les deux? Quand tu te viens d'écrire, tu es situé bien au beau milieu, tu as ta fiction d'un côté, tu as la réalité de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Fidélité à la fiction ou liberté, fidélité à la réalité ou liberté à la fiction? La question est pour moi, Ray, c'est ça? Je n'avais pas entendu. Oui, Anicet. Oui, comment ça se fait le choix entre les deux? Fidélité à la réalité ou liberté à la fiction? Alors, moi, j'ai de la chance que tous les jours dans mon parcours, quand je me rends au travail, je passe par plusieurs endroits où je vais rencontrer peut-être les mêmes banderoles aux mêmes endroits. Et ça fait tilt. Par exemple, pour ne prendre que le cas des banderoles. Moi, je pense que la réalité est tellement présente qu'au départ, on écrit sur la réalité. Mais forcément, puisqu'on a un peu d'imagination, on va essayer d'y mettre un peu de petits piments pour que ce ne soit pas que de la réalité plate. Parce que les banderoles dont je parle dans Almoyan, les macarons qu'on a sur les véhicules, combien de fois on a vu des véhicules qui ne respectent même pas le code de la route, faire n'importe quoi parce qu'ils avaient un gros macaron laissé passer. Vous voyez? Encore que l'événement pour lequel ils portent ce macaron est passé depuis l'année dernière, par exemple. Donc, tout ça, ça fait un faisceau d'éléments qui nous amène à nous questionner quand même. Ce n'est pas parce qu'on voit ça tous les jours que ça va être normal. Il y a quand même plusieurs petites scènes comme ça dans la vie quotidienne qui méritent, à mon avis, qu'on s'y penche, qu'on crée peut-être quelque chose autre. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok, d'accord. C'est clair que justement, il y a tous ces éléments qui ouvrent notre imagination et qui favorisent justement notre écriture. Et à ce moment, il arrive la question de la contrainte. Sabine, comment toi tu gères, comment il t'arrive toi de gérer les contraintes ou quelles sont les limites que tu te fixes déjà quand tu écris? Déjà avec et les femmes se sont tues, qui est un roman historique, à quel moment tu te dis ok, la réalité, elle s'arrête ici et là c'est la dose de fiction. Comment cela s'opère chez toi? Quelles sont les limites que tu t'imposes? J'allais dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je pense qu'entre la fiction et la réalité, il y a une zone où les deux s'entremêlent à un moment ou à un autre. On a d'un côté, en plus, la réalité ici, ce n'est pas forcément la vérité. On est sur trois niveaux. Voilà, on est sur trois niveaux. Dans, par exemple, un roman historique comme le mien, on a l'histoire, des faits, peut-être, mais des faits qui peuvent être déjà interprétés selon l'angle dans lequel on l'a vécu. Et il y a des réalités que nous pouvons vivre. Un événement, j'ai un oncle qui racontait souvent il aimait bien raconter des choses, c'est-à-dire sur un événement que vous avez tous vécu, la manière dont tu vas reporter le même fait
Mhm. Et ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que Ouais. dans le récit d'un fait réel, il a déjà rajouté quelque chose qui constitue son imaginaire. Et donc, il y a cette partie de lecture historique. J'ai un fait et ensuite, je vais emmener, je voudrais peut-être emmener le lecteur, mais avant même de penser au lecteur, c'est moi-même. Mhm. Comment est-ce que Oui, je me déjà. laisse Et on va emporter? d'abord avec, on sera avec le lecteur plus tard. Voilà, je me laisse emporter en fait aussi par mais tout ce qui s'est construit comme image en moi, parce que finalement, la fiction, ce sont des constructions mentales et tu rassembles tout un tas de choses qui t'emmènent à te dire, voilà, telle chose, j'aimerais le raconter de telle manière, j'aimerais Oui. l'emmener, et puis, quelque part, il y a une partie qui nous échappe. Dans la fiction, il y a quelque chose qui nous échappe à un moment. Et c'est vrai que quand on a écrit, quand moi j'écris tel que ça me vient. Donc, je ne me censure pas. À un moment donné, je ne me censure pas, surtout dans la partie justement fiction, et je ne Oui. me pose pas de questions tout de suite. Mais à un moment, quand je reconstruis le récit, quand j'organise le récit, à ce moment-là, justement, je vais, là, dans le roman historique, je revérifie, par exemple, des faits que je voudrais vraiment être objectif. Et le reste, voilà, il n'y a pas vraiment une limite parce que sinon, on n'est plus dans un roman. La fiction nous amène au-delà du réel. La fiction nous amène, elle nous amène à dire ce qu'on ne peut pas dire si on était dans une réalité. Ok, d'accord. Parfait. Nous rappelons à notre audience qu'il y a Irène Loïs, qui est l'auteur de Brigade 14, un roman policier, un polar africain, magnifique polar africain, qui doit nous rejoindre. Donc, il y a là quelques soucis de connexion. Donc, quand elle pourra, elle sera avec nous. Pendant ce temps, nous allons continuer avec vos chères autrices. Maintenant, quand on parle de entre fiction et réalité, dites-nous, restons un peu avec votre roman historique, Sabine. Quelle est l'influence? Comment se fait le travail d'écriture à ce niveau-là, la séparation des choses? euh, Qu'est-ce qui influence et comment détermines-tu la part de réalité que tu vas mettre dans ton écriture? Alors, est-ce qu'elle se laisse déterminer? On est nourri, moi je suis nourrie initialement dans l'histoire que je raconte par un fait. Et en fait, je suis habitée par ce fait-là. Je suis comme, je dis possédée, et c'est à l'intérieur de moi. Cette histoire veut sortir. Alors, comment, je ne me pose pas vraiment la question du comment est-ce que ça va sortir, de quelle manière est-ce que ça va sortir. Donc, il y a un processus qui est d'abord celui, moi j'ai commencé en tout cas dans l'écriture de ce roman, je n'avais pas l'idée du roman au départ. C'est-à-dire que j'écris et les femmes se sont tues sur la base de faits liés à ma famille. Et je lis des livres d'histoire parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je lis des tas de choses autour de l'événement, du contexte, etc. pendant plusieurs mois. C'est un processus qui dure plusieurs mois, voire même des années, pendant 2 ans au moins. Je lis beaucoup de choses. Et donc, c'est ce matériau-là qui est présent. Et je me dis, mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec d'autres. Donc, l'envie de partager m'emmène à me dire, voilà, j'ai des éléments historiques qui, disons-le quand même, les livres d'histoire sont parfois indigestes et parfois inaccessibles à certaines personnes. Et là, le désir pour moi est de raconter quand même un fait historique, mais tout en emmenant
quelque chose qui donne envie et qui est facile, qui donne envie de comprendre et c'est à partir de là que la création se met en route. Parce que ce n'est plus moi qui raconte, ce sont des personnages. Tu crées des personnages qui vont donc t'emmener, te prendre par la main et t'entraîner dans leur histoire. Donc, c'est au moment où tu décides d'écrire, ou moi je décide d'écrire, il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit plus de l'histoire ou des faits, il s'agit de personnages. On crée à ce moment-là des personnages qui peuvent nous emmener étape par étape à semer sur leur parcours, qui sèment sur leur parcours des repères historiques. Mais le reste, voilà, il se construit au fur et à mesure. D'accord, ça c'est très bien. Irène Loïs, bienvenue. Elle est auteure de Brigade 14, l'affaire Katinken, et aussi la promotrice de la maison d'édition Tila Africa, spécialisée dans le polar africain. Bonsoir Irène Loïs. Irène Loïs? Bon, je crois qu'il va falloir ajuster ton micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Bon, il doit y avoir un autre souci de connexion. Dans le temps que ce soit résolu, Anicette, maintenant, oui. Avec toi, on se retrouve plongé au cœur de la cité avec toutes les activités, tout le monde qui monte, qui descend. Une chose est assez curieuse, c'est que je devais rencontrer, en fait, vos deux personnalités m'ont fait plonger dans ton texte. Je suis allé rencontrer quelqu'un pour Sabine, et en sortant de cet immeuble, je me suis trouvé à la place de Joël Nima. J'ai vu exactement ce qu'il a vu. Quand il est sorti de cet immeuble, justement, il a été frappé par cette chaleur, frappé par cette effervescence, par tout ce qui grouillait là devant lui. Et tout, je me suis dit, ah oui, ça c'est... Je suis certain que Anicette a eu ce regard. Alors, comment elle devient? Quelles sont tes sources? Et surtout, comment tu arrives à te dire, voici la réalité, et maintenant la fiction, je vais la donner. Qu'est-ce qui t'influence déjà dans une réalité pour que tu en fasses, pour que tu l'intègres dans ta fiction? Alors, je ris parce que tu as pu retrouver cet immeuble qui n'est finalement jamais nommé dans le roman. Mais je ne sais pas comment tu as fait pour te dire que ça pouvait être cet endroit-là. Et c'est là la magie même qui s'est opérée, la magie entre la réalité et la fiction dont on a parlé tout à l'heure. Et Sabine l'a très bien relevé aussi, que lorsqu'on écrit, on écrit d'abord sans se poser des questions. Puis arrive le moment où on va maintenant traiter ce qu'on a raconté. Moi, je suis très curieuse. Il faudrait que tu me montres cet immeuble-là que tu as reconnu. Ah, mais c'est bien, mais ça veut dire que là, on a un lecteur qui est tombé dans le piège, justement, subtilement tissé, parce que... voilà, et puis l'enjeu aussi, c'est que le personnage puisse s'approprier ces lieux qu'on a réussi à imaginer et à construire. Vraiment, je suis curieuse, j'ai hâte que tu me montres l'immeuble là que tu as reconnu. C'est trop bien ça. Donc ça c'est fait, ça ce sera fait, on le verra ensemble. Maintenant, restons avec toi, Anicette. Il y a le personnage, il y a l'auteur. Donc il y a l'auteur d'un côté et les personnages d'un autre. Donc maintenant, comment chez toi, comment tu gères cette question? Le dialogue entre le personnage qui est dans la fiction et l'auteur qui est dans la réalité. Comment fais-tu pour ne pas entrer en conflit avec ton personnage et finalement lui imposer ta réalité alors qu'il vit sa réalité à lui dans la fiction que tu es en train de proposer? Bon, pour moi, je ne sais pas, c'est assez simple.
dans la description que Sabine vient de faire de son oncle, moi, je me suis reconnue. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là dans ma famille où je ne rapportais pas les faits, les événements de la même manière que tout le monde. Voilà, je me suis fait taper sur les doigts pendant longtemps, mais on sentait déjà qu'il y avait quelque chose, beaucoup d'imagination. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que je réussis très facilement à faire une coupure entre les personnages que je crée et moi-même. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où un personnage est créé, il faut lui donner vie, il faut lui donner sa vie, il faut lui donner son existence. Et du coup, Almoyan, c'est une création, Joël Nima sont des créations. Maintenant, est-ce que de temps en temps, on peut avoir un petit ricochet sur la personne qui les a créés? Peut-être, mais l'objectif n'est pas de me mettre moi en scène, mais de donner vie à ces êtres fictifs qui vont aider le lecteur à se retrouver, peut-être aider d'autres lecteurs à retrouver l'immeuble. D'accord. Sabine, Oui. tu portes un personnage masculin, tu portes un femme. Étant donné que c'est toi qui écris, pourquoi ce n'est pas une femme déjà? Je veux dire, là, je parle de ta réalité. Ta fiction, elle nous présente un homme qui va à la quête de son histoire. Et toi, tu es une femme. Comment s'est opéré ce choix? Pourquoi tu n'as pas eu à te dire, bon, d'accord, je vais prendre un personnage féminin, peut-être, je ne sais pas moi, ça pourrait être un bon nom, mais n'importe qui va retrouver ses sources. Pourquoi c'est Afan sur sa petite moto, lui, qui va devoir nous entraîner tout au long de cette histoire? C'est une question très intéressante et tu n'es pas le seul à me la poser. J'ai eu un lecteur qui m'a posé cette question, mais pourquoi un garçon et pas une fille? D'autant plus qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la biographie dedans. Et alors, j'avoue que j'ai le premier jet, je pense, de ce roman, j'ai mis en place, j'ai mis une fille, je pense. Et en fait, je me suis retrouvée justement dans parfois un conflit où il faut prendre de la distance avec le personnage pour qu'il vive sa vie, pour qu'il puisse aller là où moi, en tant que Sabine, je ne peux pas aller. Pour qu'il puisse ressentir des choses peut-être que moi, je ne peux pas vraiment ressentir dans ma réalité. Donc, mais il y a toujours ce va-et-vient entre moi en tant qu'écrivaine et le personnage. Ou alors, pas seulement le personnage, les personnages, parce qu'il y en a toujours plusieurs dans un texte et on retrouve peut-être un peu de nous, forcément, dans chacun de ces personnages-là. Mais avec d'autres aussi, il y a des distances, parce que ces personnages doivent vivre leur vie. Pour ne pas limiter justement cet imaginaire dans lequel on construit le récit, il faut vraiment laisser vivre le personnage tout en étant, en devenant les choses. Quand je parlais tout à l'heure de la construction de la fiction avec des choses, des images mentales, ça rentre dans tout. Au-delà des personnages, c'est aussi des objets, des lieux, des sensations. On devient, quand on écrit, la table. On devient la chaise. Il y a des sensations que nos personnages vont vivre, traverser, la douleur, le dégoût, des choses qu'ils voient. Et on devient le personnage à un moment donné. Il y a des idées que ces personnages portent. Parfois, ce ne sont pas nos idées. Et il faut effectivement avoir le courage et entrer dans le personnage et penser comme le personnage. Je pense parfois à certains qui sont violents ou qui tuent, qui violent. On ne peut pas. Je pense que la force d'un récit ou d'une fiction ne peut pas se vivre si on ne rentre pas entièrement dans ces personnages. Parfois, je suis sortie de
de journées d'écriture avec, j'avais mal au ventre parce que ce n'est pas forcément ce que moi, en tant que Sabine Meung, je voulais forcément vivre, mais que oui, le personnage devait vivre. Voilà. Justement, parlant de cette rébellion des personnages, de cette mutinerie, déjà, quand les personnages décident de faire autre chose, Anicette, comment cela se fait? La particularité de vos deux textes, c'est que vous avez beaucoup utilisé les hommes, les caractères masculins dans votre texte. Anicette, comment tu les as gérés, tes caractères masculins? Comment ta réalité de femme a-t-elle géré tous ces hommes qui se baladent dans ton texte et encore qui sont très importants, que ce soit Jeff, que ce soit Clark, que ce soit Almoyan, que ce soit Joël, que ce soit le vieux, que ce soit l'autre monsieur qui arrive. Donc, toutes ces personnalités masculines qui arrivent, comment ta réalité de femme les vit-elle? Alors, moi, je ne sais pas si j'ai une réalité de femme. Au moment où j'écris, moi, je ne sais pas si la réalité de femme existe encore. Je ne sais pas, Sabine nous dira son expérience. Mais moi, à ce moment-là, j'ai une réalité de créateur, j'ai une réalité de quelqu'un qui a de l'imagination et qui veut donner vie à ces personnages. Et là, j'ai essayé de balayer la société tout entière. J'ai pris un papy, le vieux, qui est le gardien, comme le garant de l'éducation derrière les collines. Il y a la jeunesse, les jeunes hommes d'affaires. Il y a des jeunes sans emploi, il y a des enfants, comme Jeff et Clark. Il y a un peu de tout. Je pense que je ne sais pas, je ne sais pas expliquer la réalité de femme, je ne sais pas. Je ne sais pas le dire, mais je vois ma réalité d'écrivain, de quelqu'un qui crée quelque chose. Je ne sais pas si d'accord, je suppose que, bien sûr, bien entendu, et je suppose que Sabine partage le même point, c'est dans le sens de la créativité. Oui, absolument. C'est vrai que quand je pense que c'est à la fin qu'on se rend compte que on a créé tel personnage, c'est plutôt des femmes et plutôt des hommes. Mais au départ, je ne crois pas qu'on y pense réellement. On construit et on fait porter. Bien sûr qu'il y a des biais quand même. Il y a des biais parce que parfois, il y a certaines paroles ou certains gestes ou certains événements, certains actes qu'on veut sortir justement des biais cognitifs ou alors j'allais dire parfois des préjugés. Et on rentre dans une volonté justement de sortir, parce que l'idée, ce n'est pas de garder le lecteur dans une réalité qu'il connaît forcément ou qu'il côtoie chaque jour. Il y a un peu de ça, mais c'est aussi parfois de l'emmener ailleurs. Et notre esprit de créativité, c'est comme la peinture. Quelqu'un qui fait de la peinture abstraite, je pense surtout à l'abstrait, mais parfois, notre esprit nous emmène complètement ailleurs, là où on ne pensait pas aller. Et c'est la même manière que le processus de création se fait dans l'écriture. On va aller avec nos personnages au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ok, très bien. Maintenant, on est dans cette imagination et on doit proposer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très bien relevé. Maintenant, parlons du lecteur. Anicette, le lecteur, quand tu écris, est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive du point de vue du lecteur? Quand tu prends la réalité, la physique, tout à l'heure, Sabine disait, on ne va pas proposer quelque chose que le lecteur connaît déjà. Évidemment, on doit lui proposer autre chose. Mais maintenant, toi, comment tu mesures l'intérêt qu'il pourrait voir à suivre ta fiction? Vu qu'il y a des réalités qu'il connaît, il y a des milliers et des milliers de livres qui existent, qui sont passés par là. Toi, maintenant, quand tu te tiens là, en y pensant, déjà, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu penses au lecteur? Bien sûr que je pense au lecteur, puisque en dehors du fait que moi j'ai envie de mettre mon imagination sur papier,
je pense au lecteur, puisque au final, c'est pour lui aussi que j'écris. Donc, forcément, je pense à lui. Et je suis sûre que mon lecteur voit les mêmes banderoles que moi. Je suis sûre que mon lecteur a déjà rencontré des enfants de la rue. Peut-être rencontré, je dis rencontré, il les a déjà vus passer. Mais ce dont je suis moins sûre, c'est que mon lecteur a pris le temps de chercher à comprendre pourquoi certaines banderoles sont toujours au même endroit. Il a pris le temps, par exemple, de se dire, mais est-ce que c'est ici vraiment qu'il faut mettre ces banderoles-là? Ces banderoles qui côtoient les fils de haute tension, ces banderoles qui parfois même n'intéressent, enfin, je veux dire, nous intéressent, c'est peut-être moi, mais parfois, c'est pour des choses qu'on pourrait annoncer autrement. Mais les banderoles, ça nous dénature la ville, ça nous, voilà. Donc, pour moi, je suis sûre que, enfin, je me dis, j'ai la prétention de me dire que peut-être que mon lecteur n'a pas encore eu le temps de s'arrêter pour penser un peu comme moi. Eh bien, je vais lui dire que réfléchissons ensemble. D'où sortent ces enfants de la rue? Et voilà, et justement, ça, le facteur temps, il est très intéressant parce que dans ton œuvre, on a ces enfants de la rue, eux qui vivent au quotidien. Donc, ils ont le détail de tout ce qui se passe, de ce qui est là depuis un siècle, de ce qui change assez rapidement. Et justement, ce choix-là, est-ce que c'était ton choix à toi ou alors tu t'es dit, forcément, oui, ça va intéresser le lecteur. Comment tu as perçu la question de l'enfant de la rue comme œil pour présenter la société? Comment ça t'est venu? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau pour nos sociétés. C'est peut-être la manière de l'aborder et le cadre dans lequel se retrouvent ces enfants. Moi, je veux dire que on a la possibilité de voir deux mondes, enfin, deux familles différentes. D'où sortent ces enfants-là? On ne dit pas qu'il n'y a que ça et ce n'est pas forcément la réalité. Vraiment, on reste dans la fiction, mais c'est quelque chose qui cherche à sonder quand même ce phénomène-là des enfants de la rue. On s'en méfie. Quand on les voit, on a envie de lever sa vitre, si on est dans son véhicule, on a envie de traverser rapidement la route. Si on est à pied, on prend son sac à main, on le met sous les selles pour voilà, on essaie de se protéger ou de se barricader une fois qu'on a en face de soi ces enfants de la rue. Mais d'où viennent-ils? Donc, moi, je pense que dans mon... comment je vais dire ça? Dans ma manière d'aborder ça, ce n'était pas forcément pour résoudre un problème et je n'ai pas trouvé qu'il ne fallait plus en parler, mais je me suis dit, c'est peut-être, il faut apporter une manière différente, il faut l'aborder d'une manière différente aussi pour surprendre un peu le lecteur et peut-être lui plaire aussi par cette nouvelle manière d'aborder ces choses du quotidien. Pourquoi pas? Justement, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on écrit. Bien plaire et instruire. Et parlant d'instruire, Sabine, pourquoi cette histoire plutôt qu'une autre? Est-ce que l'auteur, finalement, ne tient sa fiction que dans sa propre réalité? Pourquoi cette histoire-là plutôt qu'une autre? Alors, pourquoi cette histoire-là plutôt qu'une autre? Parce qu'on est forcément touché. On parle des choses, en fait. Quelqu'un qui crée, il crée à partir des choses qui le touchent. La création va chercher l'émotion en nous, c'est lié à l'âme et c'est lié à des sujets, ce qu'on voit, un contexte qui nous touche. Et donc, l'histoire ici, elle part d'un point de vue personnel. C'est une histoire qui est d'abord un petit peu celle de mon grand-père, qui a été fait prisonnier à Mentoum en 1964. Et pour moi, c'était intéressant ce qu'Anissé disait tout à l'heure, c'est emmener le lecteur peut-être à lire des choses, à voir les choses d'un autre angle de vue, de façon différente. Et on parle parfois de l'histoire du Cameroun ou pas. Il y a ce fait que je relate, ce contexte-là, d'après l'indépendance du Cameroun, est peut-être moins connu que, par exemple, la guerre que la France a menée
avant l'indépendance au Cameroun, mais l'après, j'ai l'impression que ce n'est pas très connu. Mais le choix, pour moi, c'était pas forcément de parler de choses de façon globale, mais de partir d'une histoire particulière. On a l'habitude de lire l'histoire par les grands noms, les grandes lignes, mais pour moi, c'était intéressant de partir de l'histoire particulière d'une personne, d'une famille, et qui finalement est une parabole d'un groupe de personnes ou d'une nation. Donc, il y a deux niveaux après de lecture dans ce livre-là. On a effectivement cette histoire particulière, mais qui rentre aussi et où peut-être à un niveau macro, on peut se reconnaître, on peut se retrouver là-dedans. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je me suis peut-être un peu écartée. Tout à fait. Évidemment, la réponse est pleine de créativité. Et avant de rentrer dans l'autre aspect qui gêne un peu quand on parle de fiction et réalité surtout, avant d'entrer dans les enjeux éthiques, politiques, avant d'entrer dans les inconvénients et même les dangers de certaines choses, il y a François Didier Vendor qui il soulève la question pourquoi écrire, et après, par exemple, on écrit pour être lu, disait Jean-Paul Sartre. L'écrivain et le lecteur sont consubstantiellement liés. Bon, très bien, oui, tu me dis la question là. Donc, oui, c'est bien ce que vos deux développements ont pu démontrer. L'écrivain et le lecteur, on ne peut pas écrire. Déjà, on est lecteur soi-même. Quand on écrit, on est d'abord, on est lecteur. On est lecteur des autres et lecteur de soi-même. Donc, on se lit pendant qu'on est en train d'écrire, on se redécouvre pendant qu'on est en train de lire, et en même temps, dans la posture du lecteur, on a d'autres choses qui nous viennent, on commence à regarder le monde différemment, et maintenant on intègre déjà l'aspect critique sur lequel je vais m'arrêter quelque peu. Mais avant, Irène Loïs, j'espère que cette fois-ci la connexion, elle va mieux. Bonsoir Irène Loïs. Irène Loïs. Oui, bonsoir. Bonsoir, tonton Ray. Bonsoir à tout le monde. Ah. Alors, Bonsoir, enfin, Irène. c'est super. Oui, bonsoir. Comment ça va? Alors, toi, tu es l'autrice de Brigade 14, l'affaire Capitaine, et Bonsoir à aussi tout la le monde. promotrice Vous me suivez? de Tila Africa, qui est la 8e maison d'édition essentiellement axée sur le polar, donc tu produis uniquement des polars africains. Alors, raconte-nous, déjà dans ton écriture, on a beaucoup de détails. On peut vivre la ville de Kribi, vu que la grande majorité de l'enquête se déroule, donc on vit pleinement Kribi. Alors, comment se sélectionne, j'ai envie de dire, comment se sélectionne tes idées pour amener le lecteur à adhérer à ce que tu fais? Quel est ton processus? Comment tu te dis, ok, le polar il est très complexe parce qu'il va falloir mener des enquêtes et autres. Alors comment tu te dis, voici ce que je pense, que si je ne le prends pas, il n'est pas important. Comment le détail de la réalité, quelles sont ses limites en fait? Comment tu sélectionnes les choses? Ou alors comment les choses se sélectionnent pour ton écriture? Tu as suivi la question? C'est vrai que j'ai eu du mal à suivre toutes tes questions parce que j'ai un sérieux problème de réseau ici. Donc, ok, d'accord, on va faire tout simple. Comment tu sélectionnes tes éléments pour ton écriture? Qu'est-ce que tu puisses de la réalité? Comment tu puisses déjà si tu de peux la la répéter, réalité? s'il te plaît. Tu as suivi la question?
D'accord. C'est vrai que pour mon écriture, généralement, ça commence par l'observation, parce que j'aime bien observer ce que les gens font. Et je dois dire, oui, j'ai suivi la question. Tu demandes comment est-ce que je sélectionne les éléments pour mon écriture, c'est ça? Exactement. Tu me suis là? Vas-y, s'il te plaît. Allô, vous me suivez? Oui, on te suit. Voilà. Donc, je disais que généralement, ça commence par la phase d'observation. J'observe les gens. Ok, d'accord. Je disais que ça commence par la phase d'observation. Donc, j'observe bref, des gens qui m'entourent. En général, comment ils se comportent. Maintenant, dans le cas des gendarmes, je les observe quand je me déplace ou que j'ai quelque chose à faire dans un commissariat. Ok, d'accord. Ou quand j'ai un truc à faire dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou alors par simple curiosité, je m'y rends pour voir comment certains se comportent, comment certaines procédures sont suivies. Et j'essaye de mémoriser tous ces éléments-là pour voir comment je vais les utiliser dans une scène d'un prochain roman. Très bien. Et maintenant, quelles sont les limites que tu te fixes? Tu as présenté la police, tu es allé à l'intérieur, on a visité les commissariats, on a passé pour la police. Quelles sont les limites que tu trouves avec, est-ce que la réalité parfois t'a imposé certaines limites pour ta fiction? D'accord, je crois qu'il y a de la distance entre le moment où je pose la question et celui où Oui. Irène Loïs la reçoit. Bon, Pauline, je sais que tu nous suis. Est-ce que en bas, tu pourrais transmettre les questions un peu plus rapidement à Irène Loïs parce qu'il doit y avoir ça Un arrive avec un grand décalage. différé. Il y a il y a un grand décalage. Déjà. Très bien, nous allons poursuivre le temps que ce soit réglé. Nous allons poursuivre. Alors maintenant, nous rentrons dans la question de la critique, la censure et autres choses. Anicette, quels sont les inconvénients, toi, déjà les risques même déjà, parlons des risques ou bien les inconvénients, parlons des risques. S'il te plaît, tu peux répéter la question. Quelles sont les limites? Je n'ai pas suivi la fin, en fait. Bon, je crois que Pauline va gérer ça. Nous pouvons continuer. Donc, quelles sont les limites, les risques, je veux dire, quels sont les risques à puiser dans une certaine réalité? Parce qu'apparemment, il y a des réalités qui changent. Et ça pose beaucoup de problèmes. Nous avons le cas de la petite Bazooka, dont En fait, le je n'ai roman pas suivi la fin de la question. Déjà, c'est un problème de réseau. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un problème. Ok, donc le roman a été traîné au tribunal. Et puis, bon, nous connaissons, elle a présenté ses excuses et à ceci. Mais quels sont les risques déjà puisés dans la réalité? Au départ, moi, je vois pas de risque. Il faut juste éviter d'entrer dans une plaidoirie, de donner des bons points, des mauvais points. Moi, je pense éviter de s'ériger en donneur de leçons. Moi, je voudrais pas être une donneuse de leçons. Et puis, ça sonne mal, donneuse de leçons. Je pense qu'il faut plutôt être comme quelqu'un comme si on sonnait une petite cloche pour dire attention, cling, 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 faites attention à ceci, faisons attention à cela, en s'incluant soi-même dans ce qu'on raconte. Et moi, j'aime bien me mettre aussi à la place du lecteur, comme disait bien François Didier Mvondo, que je salue. Voilà, quand on est soi-même son propre lecteur, on se met facilement à la place de l'autre. Et je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de choquer. Il faut éviter de blesser.
Et s'il y a choc, il faut que ce soit un choc positif qui amène le lecteur à s'engager, à se prendre au piège. Moi, je sais que quand on lit Almoyan, on est tous pris finalement par Joël Nima qui a une peur panique de ces inconnus qu'il rencontre dans la rue. Voilà, je pense que c'est à ce moment-là que le lecteur s'amuse et qu'il se détend aussi. Donc, il faut aussi offrir au lecteur quelque chose qui va lui permettre de s'évader, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas... Non, non, il faut plutôt construire quelque chose. Enfin, ça, c'est ma conception. Hein. Il faut plutôt construire quelque chose qui va permettre au lecteur de s'évader. Parce que la lecture, c'est aussi un loisir, ça doit rester un plaisir et non quelque chose qu'on offre pour dire, regardez, il y a ceci, tel a fait... Non, moi, je ne voudrais pas... Je reviens à pas chercher à donner de bons ni de mauvais points. Juste offrir quelque chose à lire, à partager. Bien sûr, et c'est cette générosité que nous voyons pleinement quand nous lisons Almoyan, quand nous suivons Joël Nima, justement, ses aventures, toutes ces frayeurs, tous ces frissons que la rue va provoquer, mais en même temps, ce danger qu'il n'arrive pas à quitter. Il rentre chez lui, certainement avec la promesse de ne pas revenir, mais c'est pas le ramène à cet endroit, et c'est cette réalité-là, justement, qui finit par faire voir au lecteur autre chose que ce qu'il a l'habitude de voir quand il regarde ses enfants de la rue. Et justement, pour parler de choquer, Sabine, parlant de choquer, Mantoum, c'est une page noire pour des dizaines de familles, des centaines de familles. C'est un endroit obscur, il y a des choses qu'on voudrait bien taire. Mais arrêtons-nous sur le parcours de la prison, de la petite prison, appelons-la comme ça, à la grande prison de Mantoum. Les exécutions, par exemple, que nous vivons en chemin. Comment, émotionnellement déjà, pour les familles, pour la société et même pour les bourreaux, quand tu y penses, est-ce que tu vois, et ça c'est un risque parce que là maintenant on n'est plus entre réalité et fiction, on va toucher à la vérité. Est-ce que cette vérité, tu l'aperçois comme telle ou alors on reste dans le cadre de la fiction? Alors, je suis en partie d'accord avec ce que Anissette disait tout à l'heure. On peut écrire avec délicatesse, avec diplomatie pour ne pas choquer et aussi parce qu'on a son propre point de vue peut-être à présenter ou on veut interroger et pas forcément interpeller, mais ou exiger des choses. Le week-end à Nantes, le sujet était autour de la littérature engagée. Et la question de l'engagement dans l'écriture, c'est aussi celle justement où parfois l'écriture peut être violente. Elle peut dénoncer des choses qui ne sont pas belles à voir dans une société. Et chaque auteur avec ce qu'il est emmène les choses avec ses propres mots, avec sa propre manière. Et donc, pour moi, à ce moment-là, la censure, elle est... on s'auto-censure parfois soi-même parce qu'on ne veut pas dire des choses qui sont très difficiles à vivre, comme les scènes qu'on voit justement dans ce trajet entre Mantoum et la prison. Mais parfois, à vouloir trop cacher des choses, à vouloir parfois trop trouver comment dire ça, arrondir des angles, il y a un moment donné où l'histoire se perd et ça ne reste qu'une vague idée, mais parfois il faut mettre le lecteur et soi-même les yeux dans les yeux face à une réalité qui est peut-être choquante, mais qui va peut-être nous réveiller et nous dire attention, c'était pas juste quelque chose de très poétique ou une balade où on voit des paysages défiler, c'était tout beau. Il pouvait se passer des choses horribles. Et ces choses-là, emmener le lecteur aussi vers là, c'est pouvoir l'emmener aussi à prendre conscience de ce que réellement aussi, parfois, les personnes
ont vécu, mais ça va au-delà. Donc, quand on a parfois ces faits-là, l'auteur prend le parti soit de minimiser certaines choses ou alors de les amplifier. Voilà, au risque de créer des clivages. Ça c'est un risque qu'on prend quand on écrit quelque chose et dans le même temps aussi, disons-le quand même, lorsqu'on écrit, on veut marquer le personnage, le lecteur. Et qu'est-ce qu'il va, voilà, il va garder des émotions, il va garder une histoire en tête parce qu'elle est habitée et habitée fortement. D'accord, très bien. Nous avons quitté mon problème, me fait savoir que Irène Loïs va nous répondre en commentaire. Anicette? Oui, je voulais dire que, pardon, juste une minute, je voulais dire que quand je dis ne pas donner de bons ou de mauvais points, ça ne veut pas dire qu'il faut enjoliver. Non, non, il ne s'agit pas d'enjoliver. Et je pense même que moi, j'ai dénoncé oui, j'ai abordé certains sujets qui peuvent être, qui parlent à plusieurs personnes, mais je ne peux pas craindre qu'on me fasse un procès de parler des émeutes dans les universités. Et c'est la chose qu'on a retrouvée dans le roman Reste avec moi. Moi, je pense que ça a été un vent dans plusieurs pays où on avait des révoltes des étudiants, des révoltes. Voilà, parler de ça, moi, je ne pense pas que je risque quoi que ce soit à parler de ça. Et ce n'est pas pour autant que j'ai enjolivé ou que je me suis retenue de parler, par exemple, d'une opération de déguerpissement sauvage qui a eu lieu, menée par la municipalité où ils ont cassé. Voilà, c'est des choses qu'on voit dans nos villes très, très souvent. Et moi, je ne me suis pas retenue de mettre ça dans mon roman. Non, non, il ne s'agit pas d'enjoliver. Il ne s'agit pas d'enjoliver, mais il ne faut pas que cette écriture-là rentre dans le procès. Il ne faut pas que ça se transforme en plaidoyer. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire, mais pas on a besoin d'enjoliver. Non, non, on n'a pas besoin d'enjoliver. Quand c'est laid, on dit que c'est laid. Il faut avoir justement le courage de dire que c'est laid. Voilà. Pour faire avancer les choses. Très bien. Ok. Irène Loïs, maintenant tu es en direct. Bon, je crois que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc, Irène Loïs, quand tu recevras ce message, s'il te plaît, tu peux envoyer tes questions en commentaire. On va les afficher à l'écran comme pour une suggérée. Donc, voilà. Je reste avec toi, Anicette. C'est la question de la lecture maintenant. Comment peut-on lire? Comment peut-on apprendre aux gens à lire la fiction? Parce que nous avons l'impression que certaines critiques viennent du fait que la fiction n'est pas comprise. On a peut-être 80% de fiction pour 20% de réalité, mais les 20% de réalité semblent poser problème. Parfois, on a 10% de réalité qui semble poser problème. Quelle est donc la responsabilité? Déjà, la question aura deux sens. Déjà, depuis l'auteur, quelle est la responsabilité de l'auteur, celui qui écrit, déjà? Et maintenant, le lecteur, quelle est l'attitude que vous pouvez recommander pour une bonne lecture ou alors lecture de la fiction pour nous, je veux dire, se faire des volcans face à sa réalité? La question est difficile et je commencerai par la dernière parce que moi j'ai eu une expérience de lectrice pour Reste avec nous de Adebayo, hein? J'ai lu ce roman et ça c'est vraiment ce qui s'est passé sans savoir si c'était un homme ou une femme qui avait écrit, sans savoir si c'était d'inspiration autobiographique ou je suis allée à la découverte, je me suis laissée librement aller dans ce livre-là. Et je pense que s'il y a un conseil de lecture à donner, c'est
dire au lecteur d'oser. Lisez des choses. Parce qu'on ne connaît pas forcément l'auteur, on ne connaît pas forcément les histoires qui sont dans ces livres-là. Parfois même, j'ai envie de dire, soyons aveugles, soyons des lecteurs aveugles. Moi, je suis entrée dans ce roman vraiment à l'aveugle, comme on dit, et j'en suis sortie très satisfaite. Je ne sais pas si je réponds à la question. Bien sûr, la question de la lecture, oui, nous l'avons comprise. Le lecteur doit pouvoir oser, il doit oser autant que l'auteur l'a fait. Maintenant, oui, en tant qu'autrice maintenant, quelle est la responsabilité? Jusqu'où l'auteur doit-il s'arrêter? Bon, je mets l'accent sur le doit-il s'arrêter pour ne pas corrompre le lecteur? Corrompre le lecteur dans le sens de, je ne sais pas, moi oui, je veux dire, créer quelque chose de violent en lui, par exemple. Même s'il n'en est pas responsable à la base, hein, mais supposons. Moi, je pense que l'auteur ne doit pas, enfin, ne devrait pas donner un machin clé en main. On doit laisser au lecteur la possibilité de faire son jugement, vraiment. Et je pense que c'est aussi là qu'on aura respecté le lecteur, parce que c'est quand même, ça reste quelqu'un qui a comment je vais dire, qui a sa sérénité avant de rencontrer notre livre. Je veux dire que quand j'écris, je finis par faire corps, je finis par rentrer intégralement dans mon roman. Il y a des moments où moi j'ai l'impression d'être un personnage de mon roman, tellement je le connais. Mais le lecteur ne me connaît pas forcément. Le lecteur ne connaît pas ce que j'ai traversé, et peut-être il ne connaît même pas l'histoire que je vais raconter. Moi, je pense qu'il faudrait lui laisser sa fenêtre pour qu'il puisse entrer par là en gardant son de personne au livre, et il va y adhérer ou pas. Il a aussi le droit de dire: je n'ai pas aimé ce livre parce que, voilà. Que c'est peut-être en là de corrompre. D'accord, d'accord. Sabine, Oui. toi, la lecture, parfois on a l'impression que celui qui s'acharne sur un livre ne l'a pas bien lu ou ne l'a pas suffisamment lu. Mais toujours est-il qu'il y a une éducation du lecteur qu'il faut aussi faire. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'auteur dans cette éducation? Alors, je ne pense pas qu'on doive parler de responsabilité vis-à-vis de, on dit ici du lecteur, mais moi j'ai envie de dire des lecteurs. On a autant de profils de lecteurs que de lecteurs. Donc, il y en a qui auront besoin d'être peut-être pris par la main pour comprendre, et d'autres non, d'autres qui aiment fouiller. Moi, je suis une lectrice, parfois quand je lis quelque chose qui est un petit peu de l'ordre historique, je vais le lire en 2 temps. Je lis pour le plaisir d'abord d'un trait, et après je reviens, je décortique, je vais vérifier sur Internet, etc. D'autres, ça ne les intéresse absolument pas. Il y a des profils, tellement de profils de lecteurs qu'on ne peut pas… l'auteur fait son travail et le lecteur, il lit. Voilà. J'ai entendu une personne justement en ce week-end qui disait il faut justement faire attention à ce qu'on écrit, même la manière dont on écrit. Et parfois, aujourd'hui, les éditeurs ne prennent pas le temps de mettre ce qu'on appelait des avant-propos dans les livres, ces avant-propos qui avaient pour objet de mettre le lecteur en garde ou de l'emmener vers comment lire ça ou parler du contexte, expliquer un petit peu les choses pour dire au lecteur, attention, ne lisez pas telle chose à tel niveau, il s'agit de… Donc, aujourd'hui, c'est un débat. Je ne sais pas s'il faut absolument revenir et continuer de faire des avant-propos pour des romans quand ce n'est pas des œuvres, voilà, c'est pas des œuvres historiques, c'est de la fiction. Faut-il absolument venir à ça? Je ne peux pas trancher voilà, sur ce sujet-là. Mais voilà, pour moi, c'est l'auteur
une fois qu'il a créé et qu'il a sorti ce qu'il avait à sortir de lui, le partage avec les personnes, le lecteur, chaque lecteur va percevoir ce qu'il a lu différemment. Et voilà. D'accord, très bien. Maintenant, on va sortir avec une toute dernière question. Quand on parle de réalité fiction, on a toujours la question de la censure. On a toujours la question de la censure. On a toujours la question de la censure. Maintenant, dites-moi, comment vous la comprenez par rapport à certains romans? On dit que tel roman ne doit pas paraître, tel autre. Peut-être parce qu'on trouve que cette réalité choque. La censure, Anicette, comment tu la perçois? La censure dans l'absolu ou… La censure d'un roman, par exemple. On dit la censure d'un roman, évidemment, la censure d'un roman. Moi, je ne sais pas comment répondre à ça, mais je pense que c'est un déni de la liberté, et à la fois de la liberté de celui qui écrit et aussi la liberté de celui qui va lire après. Moi, je pense qu'on revient toujours à ces questions, sempiternelles questions de liberté d'expression. Il y a aussi la liberté d'écriture, la liberté d'écrire. D'accord, très bien. Ça réveille un débat aussi vieux que la littérature elle-même. Tout à fait. Et Sabine, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire? Bon, tout à l'heure, on a parlé de comment on devrait écrire, bien comment on pourrait écrire. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas écrire en pensant à la censure, bien sûr? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas écrire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne devrait pas écrire? Je pense qu'il y a des normes un petit peu générales dans l'écriture et des choses qu'on ne doit pas écrire. Je ne peux pas toutes les citer et les avoir en tête ici, mais l'incitation, par exemple, à la haine et au génocide, des choses comme ça, c'est-à-dire des écrits qui vont aller dans un sens de créer peut-être des guerres, etc., qui promeuvent des choses qui sont contre les valeurs ou les droits des personnes. Voilà, il y a certainement toute une liste de choses générales, de façon générale, mais voilà. Donc finalement, l'écriture, si créative soit-elle, n'est pas si libre que ça. On en arrive donc à se dire, OK, il y a des choses qu'on ne devrait pas écrire, ou alors peut-être il y a une façon de les écrire pour que ni le lecteur, ni, je vais dire, le politique, ne se sentent visés. Parce que quand on commence à avoir ce type de réaction, on quitte le cadre de la littérature, on quitte ce cadre et on le prend de façon très personnelle. Et à ce moment, évidemment, ça peut frapper très dur. On peut avoir des communautés qui disent qu'elles ne veulent pas de tel type de livre dans leur rayon, parce que ces livres n'honorent pas leur tradition, par exemple, et tout cela. Donc, le travail d'un auteur, avec ce que vous avez développé, on finit par comprendre que l'auteur est aussi quelqu'un qui fait énormément de recherches, qu'il lit surtout qu'il lit beaucoup, et avec l'évolution de l'histoire, il finit par se rendre compte que telle chose, ça passe, ou alors ça dépend des époques aussi. À tel moment, on acceptait ceci, à tel autre, on n'acceptait pas. Je suis certain que la traversée des Mantoum, il y a 40 ans, n'aurait pas été reçue aussi simplement qu'aujourd'hui. Et quand je regarde Almoyan, je pense que si on remonte à une certaine période, il y a des gens qui vous diraient non, les enfants de la rue n'auront attend quand même. Un rapprochement aussi facile, non, ça ne serait pas possible. Donc on rentre dans cet ordre des possibles, dans cet ordre de cohérence aussi, et finalement, on se dit que la littérature, c'est quelque chose qui permet tout, même si, dans le fond, on écrit peu de tout ce qu'on peut se permettre. Donc voilà. Merci tout le monde, merci d'avoir participé. Oui, je prends la dernière remarque de François Didier qui dit c'est en effet le rôle des seuils, éclairer le lecteur, définir les frontières qui séparent la fiction de l'auteur et la réalité du lecteur. Ah oui, ça c'est important. Entre la fiction de l'auteur et la réalité du lecteur. Et on insiste toujours sur les lectures. Comment bien lire et ne pas confondre, vous l'avez mentionné toutes les deux, il faut s'impliquer dans la lecture et non se dire, OK, cette partie m'énerve, c'est celle que je retiens comme ce qui ne marche pas. Pourtant, il y a une construction qui amène à cet endroit
Et c'est par rapport à ça que la créativité, elle finit par se définir. Nous avons la réaction finalement de Loïs, Irène Loïs, qui va écrire sur Facebook, qui va nous répondre là-bas. Quelles sont les limites que la fiction t'a imposées? Est-ce que tu as dû mettre des limites à la réalité de tes investigations sur le terrain? On nous dit forcément, je n'ai pas pu parler de tout ce que j'avais vu, déjà parce que certains détails n'avaient pas leur place dans le récit que j'avais en tête. De plus, dans la fiction, on a toujours cette tendance à vouloir enjoliver certains faits. C'est aussi ce qui apporte du charme à l'histoire. Si on devait raconter les faits dans les moindres détails, je suppose que le message est continu. Bon, je vais par la suite. Mais toujours est-il que nous revenons à la même chose, c'est comment porter son histoire. Le tout n'est pas d'avoir une histoire à raconter, mais comment finalement l'auteur va porter son histoire. Pour que même le lecteur, si nerveux soit-il, puisse apprécier ce qui est donné. Parce que peut-être c'est ça. Peut-être on peut se dire, c'est une femme, on ne veut pas que ce soit une femme qui le dise. On va le supporter, on va te donner que ce soit un homme. Peut-être qu'un noir, on préfère que ce soit un blanc qui le dise, mais pas un noir. Par exemple, quand vous dites, pour cacher l'écriture, quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Si on entend sortir de la bouche d'un blanc, on se dit, ok, oui, d'accord. Mais quand on entend un noir le répéter, et qui le dit tout le temps, alors on se dit que non, mais attends, celui-ci, il sort-il. Donc peut-être aussi la question, c'est qui a le droit de dire quoi et qui n'a pas ce droit. Voilà, donc merci. On sait que, où peut-on trouver, et les femmes se sont tuées, ton roman, où peut-on le trouver, Sabine? Alors, et les femmes se sont tues au Cameroun, on peut le trouver à la librairie Saint-Paul à Yaoundé. Ou alors contacter un numéro voilà, qu'on a mis sur la page Facebook, vous pouvez retrouver. Sinon, en Europe et pour tous les pays du monde, on peut le commander sur le site Africa Vivre, Africa et Vivre plus loin. Vous mettez le titre de l'ouvrage, vous allez forcément tomber sur ce site internet-là. Pour l'instant, donc on attend que le livre puisse être, il est déjà disponible en tout cas au Cameroun et peut être distribué du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ok, ça c'est super. On peut dire que ceux qui veulent un peu plus d'informations, vous pouvez suivre les publications sur la page Acolyte aussi. Donc vous avez la page Sabine Mengue, auteur, et vous avez la page Acolyte qui dit longtemps des informations sur comment trouver ce livre. Donc vous pouvez y aller aussi. Et Pauline Nongono, que tout le monde connaît, peut être contacté directement. Merci Apolline. Bien sûr, c'est avec le FN Travail Immense et tout. Et Anissé, Almoyan. Où peut-on trouver Almoyan? Bien sûr, j'ai écrit qu'il y a, mais encore. À la librairie des peuples noirs à Yaoundé, à Ebolova, à l'hôtel par ailleurs, pas très loin du lac, à Mbam, à l'hôtel L'Escapade de la Vallée. Et nous nous apprêtons à ratisser large dans le Cameroun parce qu'il faut que cette œuvre-là arrive jusque très loin, au-delà de Yokedouma, Salapondé et tout. Voilà. D'accord. Et ceux qui nous suivent de l'extérieur, qui veulent avoir Almoyan, comment ils peuvent le voir? Pour le moment, sur les plateformes numériques et avec l'éditeur, on a fait un travail aussi de prendre le livre disponible et on beaucoup sur Pauline. Hein. Bien sûr. Pauline, c'est la plaque tournante. La plaque tournante. L'incontournable. Ouais, bien sûr. Incontournable au courant de tout, qui a fait quoi, qui a sorti quoi et qui se trouve où. Donc ça c'est important déjà d'avoir ce type d'acteur du livre qui arrive à donner une autre dimension, une autre vie au livre. Et bien sûr, ça, on ne peut que remercier ce type d'initiative. Et voilà. Absolument. Bien. Merci beaucoup. Et avant de fermer, est-ce qu'il y a des actualités? Irène Louis, tu peux nous écrire, tu peux écrire un message pour retrouver ton livre et les dernières actualités aussi, s'il y a quelque chose à venir par rapport à Brigade 14, l'affaire Katinken. On sait que tu travailles déjà sur un autre roman dont j'ai pu lire les premières pages et je peux garantir qu'on aura de très très belles surprises. Alors Sabine, quelle est l'actualité prochaine de Et les femmes se sont tuées? J'espère venir au Cameroun faire justement la promotion du livre voilà, au premier trimestre l'année prochaine. Je l'espère vraiment de tout cœur.
Ici, en France, on organise quelques séances de dédicaces. Tout est un petit peu en cours. On a fait une séance de dédicaces hier au sein de l'association Harmonie, qui est une association camerounaise d'entraide. Et bon, ça a été un succès pour… voilà, on a reversé 10% des ventes à cette association-là. Donc, on attend aussi le Salon du livre africain à Paris 2024. Voilà. Et on vous tiendra au fur et à mesure informé des actualités sur justement la page Facebook Sabine Mengue, auteur. D'accord, Tino, avant de passer à Anissette, comment a été cette première sortie à Nantes? Comment tu as vécu l'expérience de ce festival? Ah, oui, extraordinaire. C'était un premier exercice pour moi parce que c'est mon premier roman et dont voilà, il faut faire la promotion. Heureusement que je suis bien accompagnée par acolytes. Mais à Nantes, c'était incroyable de rencontrer justement d'autres auteurs. Il faut rappeler que le festival à Nantes, c'était le festival des littératures africaines. Donc, rencontrer les auteurs, d'autres auteurs qui, effectivement, écrivent dans tous les genres pour la promotion du livre en Afrique. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces acteurs-là. Il n'y avait pas que des auteurs d'ailleurs, il y avait aussi des éditeurs et puis des diffuseurs, parce qu'on est confronté, c'est un problème réel auquel on est confronté aujourd'hui en Afrique, la diffusion des livres au sein du continent. C'est très, très compliqué. Donc, on a pu échanger autour de tout cela. C'était l'occasion de rencontrer aussi justement des lecteurs, de pouvoir en parler. C'était un très bel exercice, mais très, très enrichissant. Super. Évidemment, à travers ton discours, on le comprend parfaitement. Ça a dû être très excitant de s'y retrouver, de rencontrer plus, en fait, de vivre le livre. Anissette, absolument. L'actualité d'Almoyan, on sait qu'il y a des choses qui vont être préparées. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour le moment, Almoyan est en train de se préparer justement pour être connu du grand public. Il y a des rendez-vous. Dernièrement, il y a eu une rencontre très intéressante avec de jeunes lecteurs. Oui, à la Maison de Savoir, à Yaoundé. Tout à fait, qui a permis de tâter un peu le terrain et de voir la réception d'Almoyan par un public très jeune. Et là, ça a été très rassurant de voir que voilà, c'est un roman. Et même, moi, j'ai trouvé ces jeunes lecteurs-là très dynamiques, puisqu'ils m'ont même fait le procès d'avoir volé la vedette. Lui, eux, auraient dû être le personnage principal, donc le grand héros du roman. Donc, moi, j'espère multiplier ce type de rencontres-là à d'autres endroits, peut-être encore à la Maison du Savoir. Je ne sais pas encore comment tout cela est organisé, mais on est engagé là dans une phase de promotion à mener le livre à ses lecteurs. Voilà. Bien sûr, et comme d'habitude, on va encore passer par l'inévitable Pauline Ongolo. Donc, oui, bien sûr. Absolument. Bien sûr. D'accord. Irène Louise nous dit que son livre peut se retrouver à la bibliothèque de Accra à Douala, ça c'est oui à Douala, et auprès de la maison d'édition Tila Africa. Quant à Brigade 14 Judas, on le retrouve en précommande sur Amazon.fr et en commande physique auprès de la maison d'édition, toujours Tila Africa, avec en prime une boîte surprise pour nos lecteurs. Oui, justement, il y a cette idée-là que Irène Louise a eu pour tous ceux qui vont commander, alors ils vont recevoir un coffret. Et la surprise est à l'intérieur, moi je peux pas en dire, parce que même si j'en sais un peu quelque chose,
Donc, je crois que la surprise est à l'intérieur. Mais c'est magnifique quand même, tout ce que les femmes arrivent à déployer pour notre littérature, etc. Et surtout tous, toutes ces reconnaissances, c'est juste magnifique. Donc, mesdames, on vous dit merci de toujours être autant présentes et aussi de bien porter cette réalité dans la fiction. Merci, excellent dimanche à tout le monde et à très bientôt pour un autre satellite. Toujours ici. Merci. Merci à toi, Ray. Merci à Anicette d'avoir permis cet échange. J'étais toute désolée, on est toutes désolées. Vraiment, qu'Irène n'ait pas pu nous rejoindre. Voilà. Donc, salutations à elle. Merci à Pauline Ongonor qui facilite tout ce travail-là. Merci. OK, merci beaucoup. C'était un beau rendez-vous. Merci vraiment. Merci. On dit au revoir à tout le monde, mais nous, vous ne quittez pas, nous restons ensemble. Au revoir. Oui. Au revoir.